Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être venus, malgré le froid. Donc je suis toujours Olga Panella, doctorante en arts plastiques et enseignante en philosophie de l'art et en méthodologie à l'Université de Toulouse antenne de Montauban. Et nous sommes toujours dans notre cycle de conférences sur le dessin et aujourd'hui nous allons parler des croquis inattendus. Donc je vous mets juste notre parcours depuis le début pour qu'on se resitue. Donc on a fait déjà 2 premières conférences. On est au milieu et progressivement plus on avance, plus on va aller vers la contemporanéité. Et aujourd'hui, on se retrouve vraiment au tournant du 19e siècle avec les dessins romantiques autour de 3 figures, celles de Théodore Géricault, Victor Hugo et Guillaume Apollinaire. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais passer de l'un à l'autre progressivement en faisant un petit point biographique, mais assez rapide parce que c'est pas vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui, et en nous concentrant vraiment sur leur pratique en fait de dessin et sur toutes les variétés, les richesses de ces pratiques. Et puis ensuite, si ça vous convient, à la fin de la présentation de ces trois artistes, on prendra un temps ensemble pour échanger un petit peu sur vos ressentis. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien quand c'est un peu un échange. Et vous avez souvent des choses à dire aussi sur ce que je vous présente. Aujourd'hui, on a de la chance par rapport à la dernière fois, c'est un peu plus léger, parce que la dernière fois, vous savez on avait eu très peu de temps pour échanger, parce que c'était intense. On avait en même temps 6 artistes la dernière fois, donc c'était un peu plus sportif. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura un petit peu plus de temps. Et donc, si vous avez des petites remarques pendant que je parle ou quoi, gardez-vous-les bien en tête pour notre moment d'échange à la fin. Voilà, comme d'habitude, j'espère être claire. Et si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas aussi à m'arrêter avec un cri ou à les garder pour après, enfin comme vous voulez, quoi. Alors, on commence donc par Géricault. Donc vous voyez ici un portrait peint par Horace Vernet. Et Géricault, c'est donc en fait vous pouvez constater que j'ai fait une répartition un peu chronologique par rapport à leur date de naissance, mais ces personnes se sont aussi croisées de manière et d'autre, on va voir ça ensuite. Et Géricault, c'est un des modèles du romantisme, mais aussi des contradictions et des préjugés stéréotypiques qu'on a sur les artistes romantiques. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu un petit peu avec Delacroix les principales oppositions par rapport au néoclassicisme. Et en fait, avec Géricault, on a vraiment un exemple qui vient contrer ça, puisque lui était très inspiré par l'art antique et qu'il a pu vraiment transformer cette formation-là en quelque chose de romantique ensuite. Donc, c'est pas, encore une fois, cette limite-là entre néoclassicisme et romantisme n'est pas forcément nette pour tous les artistes. Donc lui, il est romantique dans le sens où il recherche un mode d'expression plus personnel et plus immédiat contre les normes picturales de l'époque. Il a 2 passions, l'art et le cheval, qui l'animent depuis qu'il est enfant. Et il se forme donc, comme je vous le disais, dans 2 ateliers néoclassiques, l'atelier de Carl Vernet, qui est le père d'Horace Vernet. Et Horace Vernet deviendra son ami. Et aussi l'atelier de Guérin. Donc pourquoi il choisit l'atelier de Carl Vernet ? Parce que Carl Vernet est assez spécialisé dans la représentation équestre, donc dans les chevaux, et comme c'est un thème qui passionne Géricault, il va s'engager dans son atelier. Donc il va avoir un enseignement spécialisé en peinture d'histoire, vous savez que c'est le genre qui prime à l'époque, au 19e, et un enseignement vraiment traditionnel néoclassique. Il va également lier une amitié avec Eugène Delacroix, donc, dont vous vous souvenez de la dernière fois, avec qui il va intégrer l'école des beaux-arts à quelques années d'intervalle. Et il va avoir un amour malheureux et scandaleux avec sa tante, qui va avoir aussi comme... enfin, c'est la femme de son oncle, et qui va avoir aussi comme conséquence, et ça va vraiment être un fil rouge aussi, le malheur en amour à travers tous ces artistes qu'on va voir aujourd'hui, des conséquences inspirationnelles dans sa manière de représenter et d'exprimer tout un tas de sujets.
Il s'engage dans la garde royale de Louis XVIII lors de la première restauration monarchique et dans ce cadre-là, il va avoir aussi un regard politique sur sa société, sur le contexte dans lequel il vit. Et ce regard-là va être porté au paroxysme par le radeau de la Méduse, qui est donc une peinture de 1819, qui est visible au Louvre. Alors je vous montre justement quelques peintures un peu, je sais que notre sujet c'est le dessin, mais pour vous amener plus tard au dessin, parce que ça fait sens. Enfin, vous allez voir. Il échoue au concours du prix de Rome. Donc vous savez que le prix de Rome, c'est le concours académique le plus important qui permet aux artistes qui en sont les lauréats de partir à Rome avec une bourse d'études. Et ayant échoué à ce prix, il va tout de même partir à ses frais en 1816 pour l'Italie, où il va voyager entre Florence, Naples et Rome. Et il va être fasciné et vraiment très inspiré par Michel-Ange. En 1816, il se lance donc dans une composition d'histoire inspirée de faits réels. Là, je vous parle du radeau de la Méduse. Et ce fait divers, c'est l'abandon par le gouvernement de Louis XVIII d'une frégate ayant échoué au large des côtes sénégalaises. En fait, le radeau de la Méduse que vous voyez ici, qui est très connu et qui est souvent analysé en histoire de l'art, enfin que moi en tout cas j'ai pu voir comme ça en tant qu'étudiante de par sa composition pyramidale très, très importante, très, très marquée. Et en fait c'est un des premiers tableaux d'histoire qui n'a pas de héros à proprement parler, puisque tous les personnages en fait sont clairement représentés de manière vraiment très précise sur les traits du visage, etc. Et on voit qu'au sommet de cette pyramide, il y a un homme de couleur noire. Et c'est ce qui a fait aussi que ce tableau a été très polémique et qu'il a aussi, montré que Géricault, avec cette ambition d'exécuter un tableau avec comme héros, donc à la pointe de la pyramide, une personne de couleur, et donc il lui a valu en fait d'avoir cette aura de personne engagée contre l'esclavagisme. Ce qui est quelque chose qui est encore aussi aujourd'hui discuté par les historiens et historiennes de l'art et qui n'est pas du tout un fait accompli, mais vous le verrez en fait, et c'est pour ça que je fais un point important sur ce tableau. Les sujets et les thèmes que Géricault a décidé d'aborder après sont aussi très liés à des sujets politiques engagés. Je vous montre juste. Hop. Ici, donc c'est un dessin préparatif, en fait c'est vraiment une esquisse pour un tableau qui s'appelle La traite des Noirs, ou la traite des Noirs sur un marché d'esclaves sur la côte du Sénégal. Et en fait, ces dessins-là sont vraiment symptomatiques du choix de sujet de Géricault et de cette envie de représenter aussi des personnes marginales et notamment de s'engager politiquement à travers le choix de ces sujets dans un propos politique clair, en fait, qui est la critique de l'esclavagisme. Alors, il faut aussi ajouter simplement sur cette idée du radeau de la Méduse qu'il ne montre pas, puisque comme je vous disais, c'est inspiré d'un fait réel, et en fait sur ce radeau, il y avait des scènes de cannibalisme très fortes, et il ne représente aucunement ces scènes-là, mais il donne de la dignité à tous ces personnages mourants, avec vraiment, ils sont tous très travaillés, très beaux, très musclés, etc. Donc il y a un côté un peu aussi de magnificence de cette scène d'horreur, et le fait de choisir des thèmes morbides, c'est quelque chose qui est assez répandu aussi dans la philosophie esthétique romantique. Et Géricault est très connu notamment pour ses études de membres, dont vous voyez ici, études de mains et de pieds en 1819, qui est au musée Fabre à Montpellier. Et notamment aussi, il va beaucoup travailler sur la tête des suppliciés, etc. Donc sur des choses... ce choix du sujet morbide, c'est quelque chose qui est au cœur du romantisme, et aussi quelque chose qui va inspirer beaucoup les générations d'après, puisque là vous voyez la monomane de l'envie, qui est aussi appelée la hyène de la Salpêtrière, qui est au musée des Beaux-Arts de Lyon, et il va faire toute une série comme ça de portraits de monomanes, de portraits de fous en fait, qui va montrer vraiment de manière très poussée, très précise et détaillée, et qui est un sujet qui est pas du tout, qui correspond pas du tout au portrait noble de la haute bourgeoisie de l'époque, et qui va aussi ouvrir la voie à tous les intérêts en fait des artistes avant-gardistes du 1er 20e qui vont s'intéresser aux dessins d'enfants, aux dessins de malades mentaux, etc., etc. Donc toujours cette envie de dépeindre aussi les marginaux et les personnes un petit peu en dehors
des sujets d'actualité de l'époque. Le derby d'Epsom, très rapidement, je vous l'ai mis juste parce que vous savez peut-être que l'anecdote qui est reliée à ce tableau, c'est qu'il est impossible de voir des chevaux dans cette position-là dans la vraie vie, puisque aucune de leurs pattes ne touche le sol. Et c'est des réflexions qui sont aussi contemporaines au début de la photographie, et en fait à toutes les études qui sont faites avec la chronophotographie, notamment de marée, où vous avez le mouvement justement des chevaux qui est décomposé image par image, et où en fait on se rend compte que c'est impossible d'avoir ce genre de posture pour un cheval. Mais ça correspond aussi à la vertèbre supplémentaire de la Vénus, de la Vénus d'Ingres, c'est ça, qu'on avait vu la semaine dernière. J'ai plus le titre exact en tête. Vous voyez de quoi je parle. Bon, vous me redirez dans les commentaires, je l'ai oublié. Mais cette idée en fait d'ajouter un côté volontairement irréel à la réalité, et ça va tendre aussi vers cet illusionnisme qui caractérise le romantisme et qui va aussi être encore plus amplifié avec le surréalisme ensuite. Donc voilà, les dessins de Géricault sont surtout des études pour ces tableaux. Donc ici vous avez une étude pour le radeau de la Méduse qui est visible au Louvre. Et je vous ai mis, parce que j'ai trouvé ça intéressant, aussi une liste des techniques différentes que Géricault emploie, pour vous montrer aussi la diversité, et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez Victor Hugo, des techniques employées. Donc ça va de la mine de plomb à la pierre noire, la craie, la plume, l'encre, le graphite, le lavis, les réaux de blanc, l'aquarelle, et des supports aussi variés que des feuilles raboutées ou du papier chamois. Ici, je trouve que ça se voit bien. Et rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais montré un dessin de Dürer et un dessin de Rembrandt, et on avait fait la différence entre le dessin graphique et le dessin pictural. Et là, avec Géricault, on est vraiment dans ce dessin pictural où la lumière et l'ombre vont jouer le rôle de la couleur, et qui vont avoir vraiment ce lien très fort avec la peinture. Géricault, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé en faisant des recherches sur lui, c'est qu'il a aussi été un des premiers à faire de la lithographie. En fait, la lithographie, c'est une technique qui est inventée au XIXe siècle, qui n'est ni de la gravure en creux, donc c'est la gravure où on va faire des sillons dans la plaque de métal, ni en relief. Et c'est vraiment autre chose dans le sens où c'est un procédé à plat. Je vais vous expliquer. En fait, le dessin est tracé à l'encre grasse sur une pierre lithographique, qui est en fait une pierre en calcaire, qui est très poreux. Et cette pierre, en fait, elle va être humidifiée et enduite d'encre. Et l'encre, vu que vous savez que l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas, l'encre du dessin en fait va s'enlever des parties humidifiées et va rester seulement sur les parties du dessin. Donc c'est un processus chimique qui est assez simple et qui permet de faire de la reproduction, mais vraiment avec ce côté pictural du dessin, en gardant vraiment plus que la gravure en taille où ça va être très très graphique et linéaire. Là, on va avoir beaucoup de richesse et de différence dans les textures. La lithographie, à l'époque, elle est très importante pour les artistes romantiques, et Théodore Géricault, il va être un des premiers artistes à avoir une double carrière, donc de peintre et de lithographe. Parce qu'en fait, vous savez que la carrière de peintre, c'est pas une carrière qui rapporte énormément d'argent, sauf quand on est très connu. Géricault, il a échoué au prix de Rome, donc il évolue quand même un petit peu en marge, même s'il a eu quelques tableaux qui ont eu de forts succès dans les salons. Et donc il va avoir à la fois une carrière de peintre, mais aussi une carrière vraiment de dessinateur avec cette lithographie. Pour cette carrière-là de dessinateur, il va faire des vues de Londres, des planches équestres pour des magazines spécialisés, etc. Donc en 1820, il part en voyage en Angleterre, et l'Angleterre va lui laisser une forte impression, surtout par rapport aux peintres animaliers et paysagistes. À partir de 1820, donc après son voyage en Angleterre, il regagne Paris, et là, il va avoir différents accidents de cheval, donc 2 chutes successives notamment, qui vont faire que sa santé va fortement se dégrader, et à la fin de l'année 1823, il va vraiment vivre le début d'une longue agonie qui va se finir en 1824, où il va décéder très jeune à l'âge de 33 ans. Excusez-moi. Il faut savoir aussi que Géricault a fait de la sculpture, une sculpture qu'on retrouve au musée de Rouen qui s'appelle le Satyre et la Bacchante. Le fait d'avoir plusieurs techniques artistiques différentes, c'est quelque chose qui est très important pour le 19e siècle et pour les romantiques, surtout à la fin du 19e,
parce que c'est quelque chose qui va beaucoup caractériser et Victor Hugo et Apollinaire qu'on va voir ensuite. Et c'est quelque chose qui va être très décrié à l'époque, puisqu'à l'époque, on va dire l'élite de l'art, c'était les peintres qui faisaient de la peinture d'histoire, qui étaient donc très voilà, spécialisés dans un genre qui était le genre le mieux vu. Et déjà, si on faisait d'autres genres, par exemple du portrait ou du paysage, on était déjà un petit peu plus taxé de commerçants. Et alors, si on faisait d'autres types d'art, du style lithographie ou sculpture, là, c'était vraiment une critique très forte qui était faite à ces artistes-là, qui sont en fait des artistes un peu touche à tout. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui a complètement changé. Voilà, le fait de faire plusieurs techniques différentes en même temps est plus du tout mal vu, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez critiqué. Donc Géricault est très peu exposé de son vivant, ça s'explique notamment parce qu'il est mort à l'âge de 33 ans. Seulement 4 tableaux sont exposés au salon entre 1812 et 1819, donc c'est beaucoup moins par exemple que Delacroix qui va exposer beaucoup plus, qui va avoir aussi une carrière un peu plus longue. Et je vous cite juste un tout petit extrait de l'article Encyclopædia Universalis que j'ai utilisé notamment pour en apprendre un peu plus sur Géricault. J'ai trouvé cette phrase très belle. Donc c'est le reste de l'œuvre qui transgresse le plus profondément le langage pictural de son temps et qui fait de lui un artiste capital de la tradition moderne. En sachant que du coup on connaît ses tableaux les plus connus, que je viens de vous montrer, mais qu'il y a quand même cet avis aussi que la partie dessinée, picturale et les œuvres les moins connues sont les choses les plus intéressantes et les plus transgressives de son œuvre. Donc Géricault, comme à peu près tous les romantiques de l'époque, avait une grande admiration pour Byron, et je vous ai mis justement ici une œuvre que je trouvais intéressante parce que pas très connue, qui s'appelle Mazeppa, donc il date de 1820. Et donc on voit un homme qui est enchaîné à un cheval, donc toujours ce thème équestre qui plaît beaucoup à Géricault. Et en fait, je me suis renseignée, je ne sais pas si vous connaissez cette légende, donc c'est une légende populaire de la fin du XVIIe siècle, du folklore en fait ukrainien, qui raconte l'histoire d'Ivan Mazeppa, qui en fait est un jeune page à la cour du roi, et qui a une relation amoureuse avec une comtesse qui est déjà mariée, et donc ils sont surpris en flagrant délit d'adultère. Et à ce moment-là, le supplice de Mazeppa, c'est d'être attaché entièrement nu, le corps enduit de goudron, sur le dos d'un cheval sauvage qui l'emporte au fin fond des steppes ukrainiennes. Donc le fait aussi de s'inspirer de légendes et de mythes de folklore on va dire extra-occidentaux, puisque l'Ukraine c'est quand même loin de l'Europe latine, c'est quelque chose aussi qui va montrer la manière dont les artistes romantiques s'enrichissent d'autres cultures. On l'avait vu aussi avec les voyages de Delacroix au Maroc, etc. Et qui va montrer ce traitement dramatique qui est purement romantique. Là on le voit bien avec Mazeppa ici, mais avec une autre mythologie que celle classique héritée des gréco-latines, etc. Hop. Donc, ici encore une tête de cheval de Géricault, et je trouve que cet attrait pour les thèmes équestres est vraiment très intéressant. Alors, avant de finir, je voulais vous montrer quelques images donc, de ces croquis. Donc, je vous ai dit qu'il y avait tout un tas de techniques très différentes, et on avait déjà parlé la dernière fois de l'attrait très fort pour les contrastes ombre-lumière des romantiques. Donc ici, dans La Nymphe et le Satyre de 1817, ça se voit beaucoup. On voit que ce côté ombre-lumière est quasiment plus fort que la ligne, plus fort que le dessin. Et le fait de travailler ces croquis de cette manière-là montre aussi qu'il y a une volonté de faire des croquis des œuvres d'art. De ne pas avoir juste des croquis comme des esquisses préparatoires, mais d'en faire vraiment quelque chose de fini et d'appréciable en tant que tel, ce qui est assez rare pour l'époque, puisque justement, comme je vous ai dit, la peinture d'histoire, l'huile, c'est vraiment ça qui prône. L'idée aussi de faire des vues urbaines, en fait, comme ici la vue de Montmartre, qui est faite donc clairement au lavis et à l'aquarelle, puisqu'on voit que voilà, c'est esquissé un petit peu rapidement, avec des couleurs plutôt pastel, etc. Et surtout, le choix du sujet, une vue urbaine contemporaine, en fait, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire pour l'époque et nouveau. Et qui fait aussi beaucoup le lien avec l'idée du carnet de voyage, qu'on va beaucoup retrouver chez Victor Hugo, vous allez voir. Et cette idée aussi de prendre sur le vif, donc pensez toujours aux impressionnistes qui ont commencé à sortir leur chevalet dehors et à sortir de l'atelier, et à toute la révolution que ça a engendré aussi sur la peinture du XXe siècle.
Et donc Géricault est aussi un des premiers à travailler sur ces vues-là. Et donc je vous parlais aussi des croquis un peu préparatoires de ces peintures et de ces choix. Donc là aussi avec le fait de traiter d'un modèle noir. Donc on avait parlé, il me semble aussi la dernière fois de Joseph. Je ne sais plus si c'est avec vous ou avec mes étudiants que j'en parlais, mais Joseph, c'est un modèle noir très connu de l'époque qui a été remis en lumière aussi dernièrement par des expositions spécialisées sur la question du modèle noir. Et j'en reviens aussi donc au fait que voilà, c'est quelque chose qui intéressait beaucoup Géricault dans le choix de ses sujets et dans son ouverture d'esprit aussi par rapport à des choses un petit peu moins centrées sur le mythe gréco-latin. Voilà, donc on a tout un tas de mélanges de techniques. On voit qu'il y a la sanguine. Donc la sanguine, c'est une sorte de mine un peu couleur rouille qui est beaucoup utilisée dans les dessins préparatoires et qui va être ici mélangée avec de la pierre noire et de la mine de plomb. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez bien, qu'il y a des parties des croquis qui sont plutôt noires et d'autres qui sont plutôt rousses. Et le fait voilà, de mélanger un peu ces techniques, Géricault, c'est quelque chose qui a vraiment ouvert la voie à une libéralisation des pratiques du croquis et du dessin qu'on va retrouver vraiment poussé à son paroxysme par Victor Hugo. Je vous laisse observer un petit peu avant de passer à la suite. Donc on sent quand même l'inspiration peinture d'histoire, la formation néoclassique, mais on voit aussi qu'il y a des évolutions et des prises de liberté importantes, notamment par rapport à la dramaturgie de la chose, en sachant que par exemple ici le personnage principal c'est le cheval qui est au milieu de la scène et le fait de sortir un peu la peinture équestre aussi de son genre un petit peu subordonné et inférieur à la peinture d'histoire et de la relever comme ça au rang en dramatisant vraiment le sujet, je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc je passe à Victor Hugo, que vous voyez ici pris en photo par Charles Bertal en 1867 et en peinture par Léon Bonnat. Donc Victor Hugo, il est né en 1802 à Besançon et il meurt en 1885 à Paris. Donc c'est un poète lyrique, engagé ou épique selon les recueils, mais aussi un romancier du peuple, une personnalité politique et aussi un intellectuel qui a compté dans l'histoire du 19e. Il a fait notamment, vous savez, tout un nombre de romans très importants, mais aussi des discours politiques en parlant par exemple de la peine de mort, de l'école ou de l'idée de l'Europe. Ces quelques grands succès, on va citer rapidement Notre-Dame de Paris, Les Misérables, le théâtre avec la pièce Hernani, et il a aussi fait des récits de voyage. C'est ça qui m'a paru important en faisant ces recherches justement sur sa partie dessinée, puisque quand on lit des articles sur Victor Hugo, on trouve énormément de choses sur le Victor Hugo auteur, mais finalement sur sa partie de dessinateur, un petit peu moins. Excusez-moi. Donc il a fait beaucoup de récits de voyage, et en fait il a fait beaucoup de voyages dans lesquels il a fait tout un tas de croquis, on va en reparler. Ces multiples prises de position radicales vont le condamner à l'exil pendant 20 ans, donc c'est pendant les 20 ans du Second Empire, où il va vivre sur les îles de Guernsey et de Jersey. Et là, ça va complètement renouveler tout son imaginaire avec justement tout un tas de scènes maritimes, comme celle-ci. Et il va s'intéresser à des sujets un peu plus mystiques, donc on va voir en évoluant dans ses dessins. Et il faut savoir qu'il a été un des personnages emblématiques de la Troisième République, donc il a vraiment été réinstauré à la suite de son exil. Et il a été honoré après sa mort par des funérailles nationales, puisque vous savez qu'aujourd'hui on peut trouver sa dépouille au Panthéon à Paris. Dans sa mythologie personnelle, il y a un événement très très poignant, très fort, qui est la mort de sa fille aînée Léopoldine, alors qu'elle avait 19 ans, en 1843, qui meurt en fait noyée par un accident. Et c'est quelque chose qui va complètement bouleverser toute sa vie et qui va, cette souffrance-là va vraiment le pousser vers des profondeurs et une obscurité aussi dans les thématiques abordées qu'on peut voir un peu dans ses dessins déjà, et qui est aussi quelque chose de un thème très récurrent dans l'imaginaire romantique, puisque la souffrance est quand même la base de tout un tas d'idées créatives, qu'elles soient liées à des ruptures amoureuses, qui est surtout vrai pour Géricault et Apollinaire, ou à la perte d'un être cher pour Victor Hugo par exemple.
Alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi par rapport juste, et je finirai sur son œuvre littéraire là-dessus, c'est que son œuvre en prose, donc les romans qu'il a écrits et aussi les discours politiques et philosophiques, donc la critique, s'inscrivent dans 4 dimensions: le romanesque, le voyage, le politique et la réflexion critique sur le génie. Donc c'est vraiment un auteur qui a beaucoup déconstruit la notion un peu du génie comme inné, venu d'une sacralité un peu supérieure, et qui a vraiment beaucoup réfléchi à cette notion-là. Et ça va se retrouver beaucoup dans ses dessins, puisque Victor Hugo va énormément expérimenter avec tout un tas de choses différentes. Il va inventer des outils, il va détourner des supports et des outils. Et puis Victor Hugo est autodidacte. En fait, on sait de lui qu'il a appris le dessin dans les études secondaires. Donc il sait dessiner avec la perspective linéaire. Il sait, entre guillemets, bien dessiner, puisque quand il fait des croquis de voyage, il a beaucoup voyagé dans la vallée du Rhin notamment. Il a fait ses portraits de bourgs allemands. Et en fait, voilà, dans ses croquis de carnet de voyage, on voit qu'il sait dessiner de manière conventionnelle, et il choisit en fait de s'écarter de cette manière-là académique, scolaire, pour inventer d'autres manières de faire et pour jouer. Vraiment, il y a cette idée de jeu avec les différents médiums et supports. Et c'est quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, va lui être beaucoup reproché, en sachant qu'en plus, il sort de sa case d'écrivain pur. Et en voulant un petit peu partir expérimenter dans d'autres endroits, il lui sera reproché en fait de ne pas juste rester dans ce qu'il sait bien faire et de tester un petit peu d'autres choses sans en avoir particulièrement l'expertise. Bon, on va revoir ça de toute façon. Donc, il utilise l'encre pour, je le cite, fixer des vestiges et des états de rêverie presque inconsciente. Donc ces grands thèmes du rêve, du cauchemar, du vestige, du souvenir, qui sont vraiment des grands axes du romantisme, Victor Hugo, il va vraiment travailler beaucoup avec. Donc il va improviser avec sa matière. Je vous ai mis quelques exemples ici. Il va travailler avec des tampons de papier, des mixtures de sépia, de fusain, de marc de café ou de café au lait. Il va travailler avec de la suie. Il va dégrader ses outils avec des plumes faussées, des allumettes brûlées. Donc vraiment une grande inventivité dans son travail. Et il va aussi beaucoup déconstruire l'idée de la tache, puisque de la tache accidentelle d'encre, il va venir faire émerger des formes en fait. Il va venir ajouter ensuite tout un tas de choses. Et puis il va utiliser aussi des réaux de blanc par-dessus, en mélangeant de la gouache par-dessus son premier dessin sec avec de l'encre et du lavis. Il va venir mettre des petites touches de gouache blanche. Enfin voilà, vraiment travailler sur une déconstruction du motif qui va vraiment fortement nous faire penser aussi au chemin vers l'abstraction dont on a déjà un petit peu parlé. Et vers la dissolution du motif. Vraiment cette idée de garder un tout petit lien avec la réalité, mais de pousser jusqu'au bout ce lien pour vraiment aller de plus en plus loin vers l'abstraction. Donc il fait quand même près de 4000 dessins, c'est quand même pas peu, qui, sauf rares exceptions, n'ont pas été exposés de son vivant, ni même fait l'objet de publications. Il a légué tous les dessins qu'il a conservés à la Bibliothèque nationale de France. Et on peut aussi en trouver dans les 2 musées qui lui sont consacrés, donc un à Paris et l'autre à Guernsey, si je ne me trompe pas. Donc il a fait tout un tas de voyages avec notamment sa compagne Juliette Drouet, au bord du Rhin, mais aussi dans tout un tas d'autres endroits. Et il est très inspiré, notamment par son exil, par la présence de la mer, où il va dessiner à la fois des paysages, mais aussi des tempêtes, des navires en perdition. Donc cette idée de l'errance et de la perdition, c'est aussi un grand thème romantique. Et aussi les travailleurs de la mer. Donc ce côté s'intéresser aux ouvriers, à une réalité précaire et réaliste, en fait, réelle. C'est quelque chose qui caractérise bien la fin du 19e. Il fait aussi quelques croquis d'inspiration comique ou grotesque, qui ne sont pas tous à proprement parler des caricatures, mais c'est des croquis auxquels il va mettre aussi des légendes avec des petits titres un peu piquants sur l'actualité politique de son époque. Donc il commence à dessiner en 1825. Alors là, c'est ce que je vous disais justement quand je vous parlais des choses faites pendant son exil. Et le lien avec le titre qui est toujours très important. Donc ici, cette vague s'appelle Ma destinée.
Et ce côté vraiment aussi très poétique, très relié à des choses assez mystiques et profondes qui donnent à son œuvre aussi une épaisseur intéressante dans le sens où elle donne des possibilités d'interprétation très riches. Donc je vous disais, il commence à dessiner dans les années 1820 et il met quand même une vingtaine d'années à affirmer son style. Il fait beaucoup de recherches différentes et ensuite, pendant une trentaine d'années, il va stabiliser son style avec un rythme irrégulier. En fait, on remarque que quand il a des pannes d'écriture, entre guillemets, il va plus dessiner. Et il y a des allers-retours comme ça entre sa pratique d'écrivain et de dessinateur qui sont intéressants. Dès 1852, Théophile Gautier déclare à son sujet: Victor Hugo, s'il n'était pas poète, serait un peintre de premier ordre. Baudelaire oppose à la platitude de la peinture contemporaine de paysage, je le cite, donc je cite Baudelaire, la magnifique imagination qui coule dans les dessins de Victor Hugo, comme le mystère dans le ciel. Alors ça, c'est pour les commentaires positifs, parce qu'il y en a aussi des négatifs, notamment André Lotte dans son traité du paysage, je le cite: il faut des journées de travail et de réflexion pour transformer un lavis peut-être inspiré, donc ça c'est ce que dit Lotte, en tableau digne de ce nom. En fait, André Lotte, il pose la question du véritable artiste, et justement, son propos à lui, c'est de dire que Victor Hugo est sorti de sa case d'écrivain dans laquelle il excelle, et qu'il a voulu tester un petit peu des choses, et que en fait, comme il est connu et célèbre, on lui prête un génie, on lui prête une interprétation qu'on prêterait pas forcément à quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a quand même vraiment cette volonté de personnes qui sortent de leur case et de leur dire: bon, attention, là vous êtes en train de dériver, vous testez d'autres choses, dont je vous disais tout à l'heure, qui est assez mal vu. Et en fait, en réponse à cela, lui-même va avoir des mots très durs envers sa pratique. Donc je cite Victor Hugo: il appelle ses dessins quelques espèces d'essais de dessin, ces choses qu'on s'obstine à appeler mes dessins, ces traits de plume quelconques jetés plus ou moins maladroitement sur le papier, ou bien encore mes barbouillages, ou bien encore ce machin. Donc Victor Hugo a une vue quand même très très sévère sur sa pratique, et effectivement tous ces dessins vont circuler dans sa sphère intime et ne vont pas être vus par le monde extérieur avant sa mort. Donc pour Hugo, il y a quand même une idée d'écriture automatique qui va préfigurer le surréalisme, avec des désirs et des failles de lettres qui transparaissent à l'abri de la censure, puisque comme c'est intime tous ces dessins, il peut se permettre de faire tout un tas de choses, et c'est ce qui explique aussi son travail un petit peu acide sur la politique. Et ça va être quelque chose, en fait, je vous remontre un peu les dessins, mais pour nous aujourd'hui c'est très lisible, entre guillemets, dans le sens où on a un habitus visuel qui fait qu'on a déjà vu des dessins comme ça, mais pour l'époque, c'est des choses qui n'auraient pas du tout été reçues de la même façon que nous on les reçoit aujourd'hui. Et en fait, c'est des dessins qui sont devenus lisibles bien plus tard, donc en parlant là justement des surréalistes au XXe siècle, qui ont découvert ces dessins et pour qui ces dessins ont été importants aussi dans la formation de leur manière de penser et d'agir. Mais il est souvent pensé que cette pratique-là de Victor Hugo était en fait trop en avance par rapport à la société, aux normes picturales de la société. C'est pour ça que ces dessins sont souvent appelés sauvages, puisqu'ils sont en rupture avec le code esthétique dominant. Voilà, donc pour finir, Hugo, très inspiré par Rembrandt, Piranèse et Goya, donc il y avait aussi une culture picturale, excusez-moi, très forte. Et il connaissait déjà, à l'époque, donc à la fin du 19e, Victor Hugo connaissait déjà des formes d'expression mineures, ignorées et méprisées, comme les dessins d'enfants ou les graffitis. Donc je vous rappelle que les graffitis, à l'origine, c'est des lettres ou des dessins qui sont gravés dans les murs des rues. Donc il n'y a pas de couleur ajoutée, mais c'est vraiment de la gravure. Et il connaissait aussi et apprécie beaucoup les pratiques dites amateurs, notamment les découpages et les pratiques autour de l'accident, de la tache d'encre, etc. Et ça préfigure aussi beaucoup tout ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait d'ouvrir l'horizon artistique à l'autodidaxie, la pratique amateur, à l'art de rue, à l'art des personnes qui ne sont pas artistes professionnels.
Donc sa pratique, elle se construit beaucoup sous le signe de l'écart et du jeu, comme je disais, enfin j'en ai parlé un petit peu avant. Euh, et j'ai encore une petite citation d'Encyclopædia Universalis que je trouvais très jolie. Tout est expansion et métamorphose. Le dynamisme et l'inachèvement des formes, le flottement ou la circulation du sens disent la dilatation continue de la conscience et de l'univers travaillé par l'infini. En fait, tout ça pour dire de manière un peu jolie et poétique que la pratique de dessin de Victor Hugo est très très liée à l'ésotérisme, aux rêves, aux cauchemars, et même dans des dessins comme ici, le château dans les arbres, vous voyez en fond, il y a une esquisse de château, mais c'est vraiment pas ça qui prime. Le plus important, c'est la présence de la nature autour, et le fait que l'homme soit vraiment englobé comme ça dans un espace naturel un peu mystique, et celui de la forêt. Et l'idée, voilà, des méandres entre les formes, des jeux avec le sens, et aussi de poser la question de comment c'est fait avec ces différentes techniques mélangées, superposées. Euh, et quelques détails à chaque fois, quelques détails intelligibles dans des sortes de masses un peu informes qui nous poussent aussi à interpréter de manière un peu plus aiguë, dans le sens où, par exemple, ici, on a le rocher Ortach, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, et en fait, ce rocher, il a une connotation mystique dans le monde marin qui est assez forte. Et là, il est représenté. Et si on lisait pas le titre, on ne saurait pas ce que c'est en fait. En étant non spécialiste des dessins de Victor Hugo, ça pourrait très bien être tout à fait autre chose. Et cette dimension vraiment de rêve et d'interprétation très forte, elle caractérise son travail. Ce que je trouve moi personnellement impressionnant, c'est le fait que Victor Hugo ait fait ait fait quasiment 4000 dessins. Je trouve que c'est un chiffre quand même énorme, sachant qu'il a quand même fait tout un tas d'autres choses aussi. Euh, et moi, ça m'impressionne beaucoup ce côté, vraiment très très prolifique dans vraiment des choses très très différentes, à la fois très liées à son monde avec ses discours politiques et philosophiques, à la fois dans l'imaginaire avec ses ouvrages, et en même temps ses livres sont aussi très reliés au monde et au réalisme et à la dureté du monde, et en même temps qui ouvre comme ça sur un imaginaire rêveur, un peu sombre, un peu crépusculaire, et en même temps ancré de poésie. Enfin, on pourra en reparler, vous me direz un peu vos avis là-dessus. Donc je vais finir en vous parlant un petit peu de Guillaume Apollinaire. Donc vous voyez ici une image de type photomaton biofixe prise en 1914, donc juste avant la guerre, et une image de Guillaume Apollinaire blessé en 1916. Donc Guillaume Apollinaire, il a fait à la fois de la poésie, de la critique d'art, il a été aussi conteur, essayiste, chroniqueur, donc encore un artiste qui a fait beaucoup de choses différentes. Et il se place au carrefour vraiment des principales tendances esthétiques qui traversent le XXe siècle. C'est-à-dire qu'il va vraiment en étant, il va croiser en fait tout un tas d'artistes et d'influences différentes. Il va être vraiment voilà le témoin et un des acteurs aussi de ce changement de siècle, de ce début du XXe, avec beaucoup beaucoup de choses très très fortes et importantes qui se passent dans le monde de l'art et de la création en général. Donc, il illustre la mutation opérée dans la poésie française entre les années 1900 et 1920. Euh, et il va avoir aussi tout un tas d'amis qui vont faire tout un tas de mouvements, le surréalisme, et des connexions internationales, puisqu'en fait, Guillaume Apollinaire, il est né d'une mère polonaise. Alors, son vrai nom de famille, c'est de Kostrowicki. Et il est né à Rome en 1880. Donc, Guillaume Apollinaire de Kostrowicki, né à Rome en 1880, de mère polonaise et père inconnu italien, qui vient s'installer donc ensuite à Paris. Donc déjà, il y a un côté international qui est assez fort et qui représente bien aussi cette génération-là d'artistes qui vont évoluer à Paris dans ces années-là, et qui sont tous aussi un petit peu issus de tout un tas de mélanges et d'hybridation, de métissage entre différents pays européens. Donc il a grandi en Italie, sur la Côte d'Azur et à Monaco, et arrive en 1899 à Paris avec sa famille.
Donc il vit une existence difficile, dans la précarité, mais ça n'a pas l'empêché de fréquenter des bibliothèques et d'écrire déjà beaucoup. Il passe un été dans les Ardennes belges, et cet été-là va beaucoup l'influencer par rapport au folklore justement de cette forêt très sombre que sont les Ardennes. Et la trace de ce folklore-là va se perpétuer dans son œuvre. Et dans cet été-là qu'il va faire dans les Ardennes belges, il va aussi éprouver une déception sentimentale très forte. Comme je vous disais, les déceptions sentimentales, c'est quand même un peu le fil rouge aussi de ces artistes romantiques, dans le sens où c'est des souffrances qui vont aussi donner place à de la création et à tout un tas de questionnements importants. Et il va beaucoup souffrir de cette image de mal-aimé, donc de cette expérience amère qui va arriver plusieurs fois dans sa vie, en tout cas sans vouloir trop prendre le pas dans sa vie personnelle. Il va voyager en 1902 longuement en Allemagne et à travers l'Europe centrale, s'arrêtant notamment à Berlin, Prague, Vienne et Munich. Et en 1902 va aussi paraître dans la Revue Blanche son premier conte qui s'appelle L'Hérésiaque. Et c'est là qu'il va signer la première fois avec son pseudonyme forgé avec ses 2 prénoms, donc Guillaume Apollinaire. En 1916, comme vous pouvez le voir ici, il est blessé à la tête par un éclat d'obus et hospitalisé à Paris. Et c'est là qu'il va, pour la première fois pendant sa convalescence, mettre la main sur le pastel et l'aquarelle et commencer à dessiner. Il va néanmoins continuer à garder une trace très présente avec l'écriture. Et c'est là qu'il va commencer à mélanger les deux et faire donc les calligrammes. Donc Calligramme, c'est vraiment le nom d'un de ses recueils de poésie, et le sous-titre c'est Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, et qui est publié à partir de 1918. Donc il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, dans le sens où Apollinaire se retrouve avec un éclat d'obus dans la tête à l'hôpital en 1916 et sort un recueil de poèmes qui est sous-titré Poèmes de la paix et de la guerre. Donc en sachant aussi qu'il a fait son long voyage en Allemagne juste avant la guerre. Il y a vraiment aussi une notion d'engagement politique fort et de vouloir par la poésie créer quelque chose de réparateur et en même temps essayer de mettre des mots et des images sur des choses compliquées. Et le fait justement de faire ce jeu entre l'image et le mot, ça va être quelque chose qui va beaucoup caractériser sa pratique, notamment avec les calligrammes. Donc la disposition graphique sur la page forme un dessin, inutile de vous le dire, vous le voyez bien par vous-même. Et il y a des exemples, bon voilà, après il y a toujours les titres, mais ça se comprend quand même de manière assez claire. Donc la fontaine, la tour Eiffel. Parfois la forme apporte un sens qui s'oppose au texte, donc ça peut arriver. Et parfois le texte est vraiment relié à la forme. Alors là l'exemple je trouve le plus parlant, c'est Il pleut, que vous avez ici, avec ces longues traînées de pluie visualisées en mots. Il y a plusieurs thèmes qui l'obsèdent: la fuite du temps, l'échec de l'amour, la quête de soi, les séductions de la vie et l'attrait de l'insolite. Il aime unir le rare et le banal, l'exquis et le vulgaire, l'obscène, la tendresse, l'ironie, la tradition et l'invention. Et c'est un des précurseurs des formes plus modernes de la poésie, donc il va vraiment avoir un impact très important sur toute la poésie contemporaine jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, Apollinaire, c'est vraiment un poème qu'on étudie, que tous les enfants étudient à l'école. Et ces calligrammes-là vont... En fait, je sais que chacun regarde ça avec sa propre expérience, mais c'est aussi ce lien entre la lettre et l'image. On va le voir dans la dernière conférence qu'on va faire, qui est un petit peu spécialisée là-dessus. Mais il faut vraiment voir que ça, c'est le début de toute cette idée de l'importance de la typographie, du fait que les mots, les lettres dans l'espace public peuvent aussi venir jouer sur nos émotions. Et c'est quelque chose qui va inspirer en fait jusqu'au graffiti contemporain, jusqu'à l'art de rue vraiment le plus actuel aujourd'hui. Réfléchir à la forme de la lettre, c'est quelque chose qui, dans le design graphique, est encore beaucoup étudié, questionné aujourd'hui. Donc Apollinaire est vraiment là-dessus précurseur, tout en étant aussi, par rapport aux autres artistes dont je vous ai parlé aujourd'hui, un artiste qui va décloisonner les formes d'art, qui va dire que la case littérature et la case dessin peuvent en fait s'entremêler, qu'il faut justement sortir de
de la case à laquelle on est assigné entre guillemets par ses études ou par la chose dans laquelle on est le meilleur, et que le fait de faire un dessin entre guillemets réussi par rapport aux normes graphiques d'une époque, c'est pas du tout le plus important, dans le sens où c'est pas du tout quelque chose qui va forcément nous toucher ou nous faire réfléchir. Donc moi, c'est pour ça que Apollinaire, je trouve son travail très intéressant à ce sujet-là. Voilà, j'en ai fini pour moi, j'ai assez blablaté, donc maintenant c'est à vous de me dire un peu quelles sont vos réactions et peut-être aussi vos remarques par rapport à ces trois artistes, en sachant qu'on a un petit peu survolé donc, le 19e siècle, on est arrivé jusqu'au début du 20e, et la semaine prochaine, dans 2 semaines, on va vraiment engager un côté un peu plus contemporain du dessin avec... donc vous voyez ici Art Spiegelman, Enki Bilal et Luz. Et en janvier, on va vraiment travailler sur la lettre comme écriture. Et c'est des choses qui vont vraiment nous amener plus sur le monde contemporain. Donc je vous écoute. Si vous avez des choses qui vous ont particulièrement plu ou déplu, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec des choses que j'ai pu dire. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. J'étais proche des cubistes. Et les cubistes mettaient également des lettres dans leurs tableaux. Donc, l'influence des uns sur les autres. Bien sûr. C'était... Ah oui, non mais moi je suis spécialisée dans le XXe siècle. Du coup, c'est vrai que ça me fait plaisir d'arriver à ce siècle maintenant pour les 2 dernières conférences. Mais en fait, c'est retracer, quand les historiens de l'art contemporain retracent tous ces réseaux, tous ces gens qui se sont croisés, où en plus on a des traces, on a des preuves vraiment de correspondance et d'amitié, etc. très fortes. C'est vraiment passionnant parce que ça permet de voir comment chacun se réapproprie les choses, et dans ce mouvement-là du début du XXe, il y a vraiment cette volonté de mettre des éléments de la réalité au cœur vraiment du tableau. Donc pour les cubistes, par exemple, c'est vraiment cette histoire des lettres, mais aussi de vraiment amener des lettres découpées dans des magazines, dans la peinture, dans l'espace, et mélanger le collage et la peinture, vraiment décloisonner ces différents types de pratiques et amener des vrais éléments de l'extérieur dans le tableau. Ce qui va ensuite être encore plus poussé à son paroxysme dans les années 60, avec les affichistes, les nouveaux réalistes qui vont aller décrocher les affiches de la rue pour les mettre dans leur tableau. Donc la présence du monde réel dans l'œuvre d'art, et de voir cette filiation là, par exemple avec Apollinaire, vous le verrez du coup en janvier quand je vous parlerai vraiment des lettristes, de ces artistes qui vont vraiment complètement faire fondre cette différence là entre la lettre et le dessin. Ça pose la question de la calligraphie aussi, et de tout un tas d'arts considérés mineurs en fait, et comment les intégrer, comment décloisonner et déconstruire cette pyramide-là. Et ce que moi je trouve fou, c'est qu'il y a vraiment une proximité temporelle tellement forte avec le néoclassicisme et le fait d'avoir des règles très très précises, une hiérarchie très forte sur ce que l'art doit être. Et là, c'est complètement déconstruit. C'est d'ailleurs la fin de la notoriété du salon et l'ouverture d'esprit totale à autre chose, quoi. Donc c'est passionnant. Quelqu'un d'autre a une question, une remarque ? Je vous en prie, allez-y. Faites-moi savoir un peu si vous avez déjà pu, je sais pas, voir certains de ces tableaux en vrai, ou voir peut-être les dessins de Victor Hugo à la BNF ou à Paris ou Guernsey. Ouais, je veux bien que vous répétiez la question pour... Est-ce que Victor Hugo, comme Apollinaire, a exploré le texte avec le dessin, marié le texte et le dessin? Alors, c'est une question intéressante dans le sens où il a pu faire ça notamment avec toute sa série faite avec le thème de la mer, des travailleurs de la mer. Donc il y a vraiment un recueil sur les travailleurs de la mer. Mais en même temps, quand on lit les critiques sur ce recueil, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de lien concret, ou alors qu'il y a un décalage volontaire entre le texte et l'image. Et du coup, c'est un peu un mystère savoir si ces liens-là sont voulus ou non. Et en tout cas, lui, de ses mots à lui, il y avait quand même ce fait de dire que les dessins, c'était pour sa sphère intime, pour sa famille et ses amis, et que c'était pas des choses qui étaient publiées et qui sortaient de manière officielle avant qu'il décide de tout léguer à la BNF. Et en même temps,
quand on entend les mots qu'il utilise pour en parler, on se rend aussi compte que lui-même est très conscient de son autodidaxie et qu'il a un regard très, très critique là-dessus. Mais après, c'est pas des choses dont il va explicitement parler, mais moi je suis pas une experte de la littérature, mais je pense que quand même le fait, quand on écrit notamment de la fiction, des romans, forcément on est un créateur d'images aussi. Et, mais comme c'est des images qui sont tellement spécifiquement reliées à notre propre imagination, c'est peut-être pour ça aussi que lui a voulu faire des dessins qui jouent beaucoup avec cette notion d'écart et qui permettent à un nombre important d'interprétation. C'est pas de la documentation du tout qu'il fait, même quand il dépeint le rocher ici. On sait que c'est ce rocher parce qu'il le dit, mais ça pourrait être n'importe quel rocher. Du coup, il y a quand même une grande... voilà, c'est pas documentaire. Il n'est pas en train d'utiliser le dessin pour illustrer son propos écrit. Mais donc beaucoup moins dans l'exploration quand même que Apollinaire, qui en a fait vraiment une forme d'art autonome, quoi. Voilà. Allez, je vous passe le micro. Est-ce que Victor Hugo, j'ai plus la chronologie en tête, mais est-ce que Victor Hugo et William Turner se connaissaient? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais c'est vrai que j'ai pensé à William Turner tout à l'heure, alors je l'ai pas dit. Mais on avait vu ensemble, je sais pas si quelqu'un dans la salle a la réponse, je vous en prie, dites-le. Mais on avait vu ensemble, vous vous souvenez, la manière dont le motif disparaissait aussi chez William Turner et qui était aussi très relié à cet attrait pour l'industrie et pour le train, pour la vitesse, la vapeur, etc. Et chez Victor Hugo, c'est quelque chose qui est assez présent, mais plutôt dans la brume liée à la nature. Donc il y a quand même plutôt un côté mystique, sorcellerie, obscur, et encore là, ici non, par exemple. Il y a quand même la fumée industrielle de ce bateau. Mais c'est une bonne question. J'ai pas trouvé, en tout cas dans mes recherches sur sa biographie, qui se soient rencontrés de manière significative. Alors ils se sont peut-être connus et j'ai pas eu cette information-là, mais en tout cas il n'y a pas d'influence réciproque directe entre les deux qui soit avérée aujourd'hui, même si de toute façon on se rend bien compte que voilà, c'est assez similaire et c'est intéressant aussi de voir que c'est des choses qui arrivent de différentes façons à différents moments. Moi, j'aime bien cette idée parce que on avait déjà parlé ensemble du mycélium, il me semble. C'est ce réseau racinaire des champignons et des arbres sous terre. Et en fait, on se rend compte quand on étudie le mycélium qu'il y a des informations qui arrivent dans la forêt, dans le sol de la forêt, mais à différents endroits. Et c'est un peu pareil dans le monde artistique, dans le sens où du coup ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui est à l'origine d'une révolution, mais que la révolution se fait parce qu'il y a un contexte historique, etc., etc., et qu'il y a plusieurs personnes à plusieurs moments donnés dans plusieurs pays différents qui vont avoir, chacune et chacun avec leur façon spécifique, des comportements qui vont être révolutionnaires, et du coup ça va créer, il n'y a pas, et donc c'est pas à chaque fois une personne qui est à l'origine d'un changement complètement brutal, même si bon, les avant-gardes, voilà, il y a des collectifs bien identifiés, etc. Mais j'aime bien cette idée aussi qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Alors après, il y a des infos qu'on n'a pas forcément, mais est-ce que l'un a vu le travail de l'autre? Là, dans le sens, je pense que ce serait plutôt Victor Hugo, vu qu'il a gardé sa production quand même très intime, qui aurait pu avoir accès à son travail à lui. Mais ça pose aussi la question du voyage en Angleterre, de l'exil, Lequel? Victor Hugo. Bah oui, de toute façon, après, par rapport à l'alcool et à la drogue... Oui? Tu veux pas le dire dans le micro, ça? Et oui, c'est pour ceux qui vont regarder ensuite. Oui, je disais que c'était un grand bricoleur. Ah, j'ai compris, picoleur, pardon. Bricoleur. Et il avait fait la décoration de son salon, de sa salle à manger. Mais tu parles de la maison de Paris ou de Guernsey, là? Non, en Angleterre. D'accord. Il avait du temps, alors oui. Il l'occupait. Enfin, et tu as pu la voir, parce que je sais que cette maison elle est transformée en musée aujourd'hui, donc ça doit aussi visiter. Il faisait aussi, tu n'as pas parlé, de l'encre
avait des pliages. Ah ouais, effectivement. Et il était très attiré par les tables tournantes, D'accord. les esprits. Ah, ok. Voilà. Voilà. Et donc, c'était en lien avec ces taches d'encre dans les pliages. Mm. Bah, après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être reliées aussi. Moi, ça me fait penser aux tâches de Rorschach. Oui, voilà. Rorschach. Et puis c'est aussi, enfin, dans la société par rapport au début de la psychanalyse, etc. Enfin, toute la visibilisation et la prise en compte des malades mentaux et de ce qu'ils vivent et la question. Oui. Voilà, c'est un peu plus tard, mais c'est quand même quelque chose enfin, le romantisme va être très très lié aussi à ces questions-là de l'occultisme, de voilà la psyché. Et il travaillait très bien la laque. D'accord, faudra que je regarde ça. Là, écoute, Ouais. merci. Moi, je me pose un peu la question du contexte. Ah oui, je te vois, ça y est. Parce que, oui, Non, pardon, je te voyais pas. C'est bon, je me pose la question du contexte. Parce que disons, je veux croire, j'imagine, que l'idée qu'un artiste, disons, historiquement, avait plusieurs intérêts, mis à part le fait disons, réussir son tableau pour son patron, etc., ou son mécène, etc., et que du coup, ça commence à être, disons, une question que je me pose, c'est comment on est arrivé au dessin de Géricault ou de Victor Hugo, disons, comment ils ont été publiés, pas publiés, est-ce que il y a un public qui s'est formé au moment où ils commencent, disons, ces activités extra, disons, extra-pictural, oui. Voilà. Et je me demande si c'est pas si le mouvement des arts et métiers, quelque part, n'accompagne pas justement cette idée de faire plusieurs choses, savoir faire plusieurs choses, disons, mis à part sa spécialité. Voilà, c'est un peu le contexte que je voudrais éplucher un peu, comprendre mieux. Mais je pense que tu as raison, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à ça, mais Arts and Crafts, dans tous les cas, c'est aussi un mouvement qui va être très très important pour cette déconstruction qui est en plus compliquée parce que c'est une philosophie, c'est une esthétique qu'on a depuis Platon, de la différence entre l'artiste et l'artisan, cette question du design, des arts appliqués, des arts décoratifs, elle va vraiment se poser à ce moment-là aussi, et c'est aussi ce qu'on va voir dans les prochaines conférences, puisqu'on va parler du Bauhaus. Cette idée aussi de la formation, de la diversification de la formation des artistes, et du fait que les artistes puissent aussi toucher à plusieurs matières, plusieurs choses, etc. Et en fait, là, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on est vraiment à la lisière, à la frontière, puisque c'est le 19e siècle qui quitte en fait vraiment ce vieux modèle de formation avec le prix de Rome, l'Académie des Beaux-Arts, etc., où il y avait vraiment une seule voie, voilà, pour exercer le métier d'artiste, et que le métier d'artiste, c'était le métier de peintre, et que ça devait être une peinture avec toujours la cosa mentale et de Da Vinci, toujours ce truc de intellectuel avec une visée éducative, moraliste, très forte, etc. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta première question, la découverte de ces croquis et de ces dessins, elle s'est faite en fait bien après. Parce qu'à l'époque, c'était des choses qui n'étaient pas du tout considérées intéressantes. Et en fait, il y a eu là notamment, par exemple, une exposition très importante sur le dessin romantique il y a quelques années, qui a remis en fait à jour tous ces dessins-là qui avaient été jamais vus pour la plupart d'entre eux. Les dessins, de son vivant, non. De son vivant, non. Et après, voilà, il y a cette... Oui.
Bah après, Victor Hugo, il a légué à la BNF, et après, par exemple, pour Géricault, j'avais vu qu'il y avait eu des rachats, mais Géricault, c'est un peu particulier parce que comme il a eu cette histoire un peu incestueuse avec la femme de son oncle, ses relations avec sa famille étaient très complexes, et du coup, sa famille n'a pas du tout pris soin de conserver toutes ses œuvres après sa mort. Et en fait, ça a été très vite dispersé dans des collections particulières, etc. Et l'État français a fait un effort de rachat ensuite. Mais, et ça, c'est super intéressant, je trouve aussi, parce que ça dépend vraiment aussi des vies personnelles et des familles de ces artistes. Dans le sens où Géricault, ayant exposé seulement 4 toiles au salon de son vivant, ayant des relations très mauvaises avec sa famille, du coup, toute sa production a été un peu éparpillée de partout. Et d'ailleurs, ça se voit aussi quand on regarde en fait les origines de tous ces croquis. Il y en a qui viennent de partout. Donc il y en a à Rouen, il y en a à Montpellier, il y en a à New York, il y en a au Louvre. Enfin. Deux. Oui, bah oui. C'est ça. Et de nombreux croquis, etc. Et Une dernière remarque? Non, mais tu disais, je reprends tes mots, qu'il a fait le visage de chaque personne du radeau de la Méduse. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment... Ah oui, il travaillait vraiment comme un grand artiste. Mais oui, mais du coup, ça, c'est super intéressant dans le sens où on voit vraiment sa filiation avec la rigueur néoclassique. Ouais. Le fait de vouloir quand même montrer une réalité un peu idéalisée, puisqu'ils sont tous très musclés, très beaux, bien coiffés, tous en train d'agoniser, mais comme ça. Et le monsieur, celui qu'on voit à gauche, qui tient l'homme-femme mort, le jeune mort, il a été survivant. Oui. C'est un survivant. Et il l'a retrouvé, et il a servi de modèle. Ah ouais? Et il a fait refaire le radeau de la Méduse. Non, mais c'est vrai que toutes ces histoires... Et c'est passionnant de voir le travail préparatoire. Il y a plus de travail que dans le... Bien sûr. Moi, ça m'émeut davantage. Oui, et en même temps, tu n'as quand même pas... Oui, non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, tu n'as quand même pas ce côté figé qu'il peut y avoir avec... Je ne sais pas si tu te souviens, on avait vu Ingres, là, le tableau super pyramidal où il y avait chaque personnalité de la philosophie bien dépeinte et reconnaissable. Là, il y a quand même du mouvement, de la vie, un côté tragique très fort. Et puis ce côté relié aussi au contexte et à la dénonciation de l'esclavagisme qui apporte encore un sens supplémentaire. Pas de l'eau, ils avaient du vin dans les tonneaux. Alors ils avaient tous les pauvres. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'avoir vos retours. Et puis, vous avez toujours des choses à compléter dans ce que je vous propose. Donc, c'est toujours très chouette. Merci. J'espère que ça vous a paru intéressant. Et je vous dis à dans 2 semaines. Donc, on se revoit du coup le 14. Où est-ce qu'il est ? Là, le 14-12, pour dessiner une histoire. Et je vous laisse mon adresse mail si vous avez des choses à m'envoyer, des références ou des idées ou des remarques, n'hésitez pas. Merci beaucoup.